Héloïse et Abélard. Leurs noms vont ensemble dans notre imaginaire collectif. Ils sont associés à la plus belle histoire d'amour du Moyen-Âge. Et pourtant, les historiens qui se sont penchés plus récemment sur leur idylle sans se laisser influencer par la vision romantique du 19e siècle de ce couple, y voient plutôt une histoire de désir. Désir de plaire et d'être célèbre pour le professeur Abélard, désir de liberté et plaisir charnel pour l'abbesse Héloïse. C'est leur histoire très anticonformiste pour le XIIe siècle que je vais vous raconter aujourd'hui dans un récit en partenariat avec Madame Figaro. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Héloïse et Abélard, une histoire de désir au Moyen-Âge. Nous sommes à Paris vers 1118. Abélard, le plus célèbre professeur de la capitale, vient de s'endormir dans la chambre d'une petite auberge qu'il a louée. Ce repos est bien mérité après tant de contrariétés. Héloïse, sa jeune amante qu'il a été contraint d'épouser, est désormais à l'abbaye d'Argenteuil. Elle vient d'entrer dans les ordres. Voilà une bonne chose de faite. Son fils astrolabe, où est-il ? Probablement en Bretagne avec sa sœur. Franchement, il n'en a rien à faire de ce gamin qui lui a bien compliqué la vie. Ah, Abélard a payé cher son donjuanisme, un mariage et un enfant, de quoi réduire à néant sa belle carrière de professeur. La nuit chasse enfin toutes ses pensées si désagréables. Soudain, un craquement l'éveille. Abélard ouvre les yeux. Dans l'obscurité, il distingue deux silhouettes qui lui sautent dessus. Il est énergiquement bâillonné et maintenu contre son lit. Deux mains dénudent son ventre. Il a beau essayer de se débattre, ces deux assaillants sont trop forts pour lui. En un instant, il sent un contact froid contre ses parties intimes et d'un coup, une douleur puissante lui transperce les entrailles. Il perd presque connaissance. Les deux hommes se retirent de la chambre. Abélard porte ses mains tremblantes entre ses cuisses. Elles sont couvertes de sang. Quand il y a deux protagonistes dans une histoire, il faut d'abord faire les présentations en bonne et due forme, vous êtes d'accord ? Commençons donc par Abélard. Il naît en 1079 en Bretagne. On est dans une période faste du Moyen-Âge. Il n'y a plus de disette depuis longtemps, une nouvelle classe bourgeoise tente de prendre du pouvoir en ville, la jeunesse masculine accède à l'éducation grâce au développement des écoles adossées aux grandes églises des capitales européennes. Dans toutes les périodes fastes, on prend un peu cette distance avec la foi, donc celle-ci se réforme. Demain, on commencera à construire des églises gothiques pour se rapprocher du ciel, mais on n'en est pas encore là. Le Paris dans lequel arrive Abélard est une grosse ville médiévale qui s'étend autour de l'île de la Cité, c'est-à-dire que sorti de notre centre-ville actuel, on est à la campagne. À l'est de l'île, il y a l'église de Notre-Dame qui n'est pas encore la cathédrale que l'on connaît. Elle est perdue au milieu de petites ruelles sombres et très animées. C'est là que fleurissent les écoles réputées dans tout le royaume, dans l'ombre de Notre-Dame primitive et les bords de la rive gauche. Les étudiants y créent un joyeux bazar en circulant entre les tavernes et les ribaudes, toujours prêts à se bagarrer pour rien entre les cours. L'enseignement est assuré par des professeurs qui ne sont pas toujours des religieux, mais des hommes proches de ce milieu. Voilà pourquoi, en général, les enseignants ne sont pas mariés et pourtant, aucune règle ne l'interdit. Rester à l'écart des contingences familiales est une question de prestige et de nécessité pour consacrer son temps à l'étude. En ces temps plutôt fastes, les lettrés s'intéressent à nouveau aux auteurs antiques. Les professeurs enseignent l'art de la rhétorique, c'est-à-dire comment bien parler, mais aussi la philosophie, et la dialectique, c'est-à-dire l'art du raisonnement argumenté. Selon l'historien médiéviste Georges Minois, on voit apparaître une nouvelle façon de concevoir le monde. Il faut comprendre pour croire. L'idéal rationnel du XIIe siècle et la foi tentent de trouver un compromis. Abélard, notre professeur qui a alors à peu près 35 ans, s'est imposé comme la star de la dialectique à Paris. Certains historiens voient même en lui le premier philosophe médiéval, le seul capable de faire une véritable critique des textes qu'il décortique. Et en plus de ça,
Abélard est très beau. C'est lui-même qui le dit. Pour bien vous figurer qui est Abélard, imaginez un croisement entre Georges Clooney et BHL, mais habillé façon foire médiévale. Vous y êtes? Vous avez votre Abélard. Maintenant, vous comprenez pourquoi Abélard est un coureur de jupons. Il adore séduire pour le défi, pour collectionner. C'est un don Juan qui use de la persuasion pour charmer tant ses proies que ses élèves. Ça, on ne peut pas lui enlever ce talent, il a sans doute autant d'admirateurs que d'ennemis. C'est dans ce contexte qu'il entend parler d'Héloïse, la nièce d'un clerc, le chanoine Fulbert, qui vit chez son oncle tout près de Notre-Dame. Héloïse n'est ni une ribaude, ni une bourgeoise qu'on séduit avec 3 belles phrases. Elle est très éduquée et tout le monde célèbre sa sagesse dans le quartier. Cette réputation attise le désir d'Abélard, enfin un défi digne de lui. Et c'est maintenant que nous changeons de point de vue. Laissons Abélard et Fulbert se rencontrer et discuter de l'éducation d'Héloïse et rendons-nous directement chez Fulbert, tout près de Notre-Dame. Vers 1115, on ne sait pas quel âge a Héloïse. Elle est désignée dans les textes de l'époque comme une adolescente, mais ce serait une erreur de voir en elle une jeune fille entre 14 et 17 ans. Le mot adolescente désigne alors une jeune femme en âge de se marier et qui a généralement une bonne vingtaine d'années. Notre Héloïse a donc environ 20 ans. Sa mère est la sœur du chanoine Fulbert. L'identité de son père est très incertaine, mais il était manifestement un aristocrate. Héloïse est née hors mariage, mais dans un milieu assez riche pour qu'elle ne soit pas abandonnée. Enfant, elle est confiée à l'abbaye d'Argenteuil, comme toutes les fillettes de bonne famille d'ailleurs. Elle y reçoit les bases d'une éducation soignée, un peu de lecture et d'écriture, des travaux d'aiguille, rien de fou. Mais Héloïse, c'est pas une fille comme les autres. Elle est plus vive, elle veut apprendre, elle dévore les livres et elle maîtrise parfaitement le latin, le grec et l'hébreu. Son intelligence lui donne quelque chose de très masculin aux yeux de ses contemporains. Et ça, c'est un compliment dans la vision du monde médiéval, car l'érudition est perçue comme quelque chose de viril. Cette jeune femme si savante est donc très respectée pour ça tout au long de sa vie et très admirée par beaucoup d'hommes pour qui elle est la vierge sage dont on n'oserait même pas embrasser le bas de la robe. Au début de son adolescence, probablement vers 15 ans, elle vient habiter sur l'île de la Cité chez son oncle Fulbert. Le chanoine l'aime comme sa propre fille et veille jalousement sur elle. Il sent son potentiel, c'est pour ça qu'il lui donne une éducation élitiste. Son objectif est de lui permettre de devenir une grande abbesse, c'est-à-dire la patronne d'un couvent. C'est ça le destin d'Héloïse. Alors vous me direz, est-ce qu'elle était belle, Héloïse ? Ça, c'est l'obsession de tous ceux qui racontent l'histoire d'Héloïse et d'Abélard depuis le Moyen-Âge. Au XIXe siècle, on l'a représentée 1000 fois comme une sublime blonde gracile dans le canon de l'époque. Eh bien, à en croire Abélard, et je le cite, « Elle n'était pas des plus laides. Je traduis, pour Abélard, Héloïse est moyenne, pas moche, mais c'est pas une bombe non plus. Mais Dieu que sa tête est bien pleine. » Héloïse n'adhère pas à la mode de l'amour courtois, le goût de la séduction effrénée en vogue à son époque. Pour elle, les femmes sont même le fléau des hommes. Oui, ce sont bien ces mots à elle. La femme détourne l'homme du paradis terrestre. Héloïse a totalement intériorisé le poids du péché originel d'Ève. Souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, Ève succombe à la parole du diable qui a pris la forme d'un serpent et pousse Adam à manger le fruit de l'arbre de la connaissance, ce fruit amer que Dieu se réservait pour préserver les hommes du désespoir. Punis pour leurs gestes, le couple est chassé du paradis terrestre. Depuis, toutes les femmes portent en elles le péché originel de leur aïeul biblique. Rien ne fera changer Héloïse d'avis. La femme n'apporte que des problèmes aux hommes. Mais quand la passion s'en mêle, il n'est pas facile de résister à la tentation. Abélard a environ 36 ans quand il est introduit dans la maison de Fulbert. En échange du gîte et du couvert chez le chanoine, Abélard, le plus grand professeur de Paris, donnera des cours à Héloïse. Et c'est ainsi que le maître et l'élève se retrouvent seuls sous le toit de l'oncle naïf. Abélard séduit Héloïse, et comme il l'écrit lui-même, il passe bientôt plus de temps à lui caresser les seins qu'à étudier. C'est là que leur histoire devient compliquée. Abélard écrit qu'il force souvent Héloïse à avoir des relations charnelles. Mais attention, Héloïse consent.
Ses lettres tardives prouvent qu'elle aimait les relations avec son amant, mais elle voulait se refuser à lui pendant les périodes où l'Église impose la chasteté, comme le carême par exemple. Mais Abélard refuse de respecter cet interdit religieux et c'est là qu'il lui force la main. Abélard écrit aussi que pour détourner l'attention de Fulbert de leur idylle, il frappe souvent Héloïse parce que pour un professeur de son époque, c'est normal d'avoir recours au châtiment corporel. S'il ne frappait pas Héloïse, il pourrait même être suspecté d'être un professeur négligent. Mais Abélard écrit lui-même dans ses mémoires intitulés Histoire de mes malheurs que ce sont des coups, et je le cite, donnés avec amour. Et là, le châtiment corporel prend une coloration érotique qu'il n'est pas censé avoir. Abélard et Héloïse sont en train de vivre une passion, de celle qui vous obsède et prend toute la place dans votre tête. Abélard ne se montre pas très prudent et il chante bien trop les louanges d'Héloïse dans les rues du quartier. Mais Fulbert ne voit toujours rien, jusqu'à un jour, vers 1117, où Héloïse et Abélard s'enfuient. La jeune femme est enceinte et elle accouche en Bretagne dans la famille d'Abélard d'un petit astrolabe dont les deux parents n'ont que faire. De retour à Paris, Fulbert, qui a enfin compris ce qui se tramait sous son toit, exige la réparation du déshonneur subi par sa nièce et sa famille par la célébration d'un mariage. Évidemment, cette exigence embête Abélard. Un professeur marié perd son prestige auprès de ses élèves. Il risque donc de voir sa carrière battre de l'aile. Mais là où les choses sont plus surprenantes, c'est qu'Héloïse aussi s'oppose au mariage. Elle a une vision de cette union très comparable à celle des féministes 68ardes. Pour elle, le mariage et les contraintes familiales sont le linceul de l'amour. Elle refuse d'infliger à son amant une vie conjugale qui porterait préjudice à sa carrière et l'empêcherait d'user pleinement de son intellect, parasité qu'il serait par les pleurs des enfants et les récriminations d'une épouse. Héloïse affirme qu'elle préfère être sa putain que sa femme. Oui, ça semble moderne, mais à bien y regarder, pas tant que ça. Je vous disais tout à l'heure qu'Héloïse, qui a intériorisé le péché originel, voit la femme comme le fléau de l'homme. Elle veut être une amante, comme dans l'amour courtois, et vivre cet amour dans la liberté pour ne pas nuire à son homme. Et c'est sur ce dernier point uniquement qu'elle est moderne, à une époque où le sexe hors mariage détruit la réputation des femmes. Malgré ces belles paroles, Héloïse est conduite de force devant l'autel. Elle est contrainte d'épouser en cachette Abélard, mais personne n'est censé le savoir. Celui-ci a quand même négocié un mariage secret pour préserver sa carrière. D'ailleurs, il ne vit même pas avec sa femme et lui impose bientôt de prendre le voile à l'abbaye d'Argenteuil. D'après les écrits qu'ils ont laissés, on sait qu'Abélard visite Héloïse dans son couvent et lui fait remplir son devoir conjugal en cachette dans le réfectoire de l'abbaye. Le désir charnel reste au cœur de leur relation. Fulbert ne supporte plus l'inconduite de son don Juan de la cité. Un soir, il paye 2 châtreurs de porc pour émasculer Abélard. Le professeur survit à cette douloureuse opération à vif et obtient même la condamnation des 2 bouchers. Il se remet de cette épreuve à l'abbaye de Saint-Denis, alors sous la direction de l'abbé Sugère, le père du gothique. Mais même castré, Abélard ne peut pas s'empêcher de se la ramener. Il se brouille avec l'abbé Sugère sur des questions théologiques et il est chassé du cloître. S'ensuivent des années d'errance. Le professeur entre finalement dans les ordres. En poste à l'abbaye de Ruisse en Bretagne, il se fait tant d'ennemis qu'il échappe de peu à une tentative d'empoisonnement. Il fonde ensuite sa propre abbaye au Paraclet. Entre-temps, Héloïse est devenue abbesse d'Argenteuil, mais les religieuses sont chassées de ce couvent par l'abbé Sugère. Héloïse et ses moniales se réfugient au Paraclet et Abélard, après une nouvelle errance, se retrouve un temps à Cluny. C'est à cette époque, dans les années 1130-1140, qu'Héloïse et Abélard reprennent leur correspondance longtemps interrompue. Abélard, guéri de son donjuanisme par la castration, est assez distant. Il a raconté pour la postérité sa vie dans son autobiographie « L'histoire de mes malheurs » et aspire maintenant à l'étude.
Héloïse, quant à elle, regrette d'avoir été abandonnée par Abélard et regrette plus encore leurs émois. Souvent, pendant les prières, les souvenirs de leur passion érotique reviennent la hanter. Écoutez comment elle en parle dans ses lettres. Quant à moi, ces voluptés de l'amour que nous avons goûtées ensemble m'ont été si douces que le souvenir ne peut m'en déplaire ni même s'effacer de ma mémoire. De quelque côté que je me tourne, elle se présente, elle s'impose à mes regards avec les désirs qu'elle réveille. Leurs trompeuses images n'épargnent même pas mon sommeil. Il n'est pas jusqu'à la solennité de la messe, là où la prière doit être très pure, pendant laquelle les représentations obscènes de ces voluptés ne s'emparent si bien de mon âme misérable que je suis plus occupée à leur turpitude que de la prière. Je devrais gémir des fautes que j'ai commises et je soupire après celles que j'ai perdues. Abélard meurt en 1142 dans un monastère de Bourgogne. Héloïse bataille pour faire revenir sa dépouille au Paraclet. La légende raconte que lorsqu'elle est morte en 1164, on a ouvert la tombe d'Abélard pour la coucher auprès de lui et qu'il l'a accueillie à bras ouverts. Au XIXe siècle, à la grande époque du romantisme et où les romans à l'eau de rose rendent les filles hystériques, l'histoire d'Héloïse et Abélard revient à la mode. L'architecte Alexandre Lenoir leur conçoit un monument funéraire de style gothique dans le nouveau cimetière du Père-Lachaise conçu comme un jardin. Mais est-ce que l'histoire d'Héloïse et Abélard est vraiment une histoire d'amour selon vous ? Est-ce que ce n'est pas plutôt une histoire de désir qui tourne mal, une fable sur une époque faste du Moyen-Âge qui rêve de liberté, de raison et de passion ? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux et si vous voulez en savoir plus sur Héloïse, je vous invite à lire mon article à son sujet dans Madame Figaro. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio, à la production Camille Bichler, à la réalisation Pierre Casalo, à la direction artistique Julien Tarot, à la composition des musiques originales Julien Tarot et Sébastien Guidis, à la communication et à la diffusion Kelly Decroix et Nathan Laporte. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur l'appli d'Europe 1, sur votre plateforme d'écoute favorite et aussi le week-end à l'antenne à 15h. À bientôt.